présidentielle 2017. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, ne renoncez jamais à cette dignité. L'événement politique est dans la matinale d'Europe 1. Europe 1, il est 8h13. La matinale spéciale présidentielle se poursuit sur Europe 1 avec vous, Benoît Hamon. Vous répondez à présent aux questions de Fabien Amias. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Fabien Amias. Faut-il prolonger l'état d'urgence en France ? C'est une question qui se pose. Je pense en tout cas il faut que l'état d'urgence est devenu un symbole. Il a été très utile immédiatement après les attentats du Bataclan, après les attentats que nous avons connus en novembre de l'année dernière. Pourquoi ? Parce qu'il a permis, grâce à la possibilité de faire des perquisitions la nuit, de faire des assignations à résidence, de démanteler 500 interpellations, plus de 600 armes saisies terroristes. Depuis, nous avons légiféré. Nous avons agi, loi terrorisme, loi renseignement, pour hisser le niveau de protection des Français à un niveau exceptionnel, notamment en important des dispositions qui relevaient jusqu'ici de l'état d'urgence. Donc il me semble aujourd'hui que si le garde des Sceaux a exprimé l'hypothèse que l'on sorte de l'état d'urgence, si le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont rappelé à plusieurs reprises qu'il fallait que l'état d'urgence soit temporaire, en tout cas cette question se pose et je comprends bien qu'en période électorale, ce symbole soit un symbole difficile à manipuler. Et ça n'est pas qu'en période électorale, Benoît. On rappelle la menace, celle qui planait sur Orly la semaine dernière, avec cet assaillant sur les forces de l'ordre. Ce qui s'est passé évidemment à Londres avant-hier, ça n'est pas qu'une question de campagne électorale, c'est aussi une réalité d'insécurité. J'entends bien, et tout le monde en est conscient, surtout celui qui aspire à devenir chef de l'État. La question, c'est l'état d'urgence. Aujourd'hui, est-il utile et efficace ? Les policiers aujourd'hui disent que, pour l'essentiel, ça ne permet plus de lutter aussi efficacement qu'auparavant contre le terrorisme. Donc le sujet doit se mesurer. Davantage le renforcer plutôt que le lever. C'est-à-dire que vous voulez restreindre les libertés publiques davantage. Moi, je ne souhaite pas. Je vous pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut mieux assurer la sécurité de nos concitoyens dans cette période. Je réponds à cela par des mesures très concrètes sur le renseignement territorial. Nous avons besoin de plus de policiers qui font du renseignement sur le terrain. Ce renseignement humain, il est précieux parce que quand l'information ne repose que sur le renseignement technologique, d'abord il faut des hommes pour pouvoir exploiter le renseignement technologique, mais il faut aller au-delà. Il faut infiltrer, il faut pouvoir connaître aujourd'hui des milieux dans lesquels pourraient se nicher des cellules terroristes dormantes. Ça, c'est important. Donc, renforcer les effectifs du renseignement territorial. Deuxièmement, mieux coordonner le renseignement entre ce qui relève aujourd'hui du renseignement intérieur et du renseignement extérieur. J'observe que nous avons du renseignement à la préfecture de police, du renseignement à la police nationale, du renseignement dans la gendarmerie. Nous devons aujourd'hui faire en sorte que ce renseignement diffuse de manière beaucoup plus efficace. Puis, je vais prendre une troisième proposition. Je suis favorable, moi, à ce que sur la traçabilité, le suivi des personnes quand elles se déplacent en Europe, au-delà de ce qu'on appelle le PNR, qui pour les personnes en avion, on y réfléchisse aussi pour le train, parce que c'est un moyen par lequel les gens se déplacent, et je pense que ce Passenger Name Record, c'est-à-dire la possibilité de tracer les déplacements en train, pourrait être élargi au train. Traçabilité pour le train. Sur le terrain, 7000 militaires sont aujourd'hui mobilisés pour l'opération Sentinelle. Est-ce qu'il faut maintenir ces effectifs ? Est-ce qu'à un moment, le débat s'opposait de savoir s'il ne fallait pas les réduire, ou au contraire, les augmenter ? Quelle serait votre décision de chef d'État ? Hier, je visitais à Sarrebourg le 1er régiment d'infanterie, dont une compagnie est affectée au dispositif Sentinelle. Le 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg, il intervient dans le cadre de Barkhane, il va aller en Nouvelle-Calédonie, il revient de Côte d'Ivoire. Ce sont des soldats extrêmement expérimentés. Aujourd'hui, quand ils sont mobilisés sur des opérations qui sont des opérations de patrouille ou de surveillance, c'est pas là où ils sont le mieux utilisés. Donc je pense que demain, la garde nationale, la réserve opérationnelle doit compléter le dispositif Sentinelle, de façon à libérer pour partie ces soldats, qui sont des soldats dont je pense qu'ils sont plus utiles sur les théâtres extérieurs sur lesquels aujourd'hui nous avons besoin que l'armée française fasse son travail. Donc baisser le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire. Je veux dire, ne pas baisser le nombre d'hommes, ne pas baisser le nombre d'hommes, parce que je ne veux pas qu'on abaisse la surveillance, mais en tout cas qu'on utilise sans doute beaucoup plus efficacement la réserve opérationnelle. Faut-il mieux contrôler aujourd'hui l'immigration qui est au cœur de débat, et ce sujet est posé par certains candidats et certains même candidats de gauche. Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui n'hésite pas à évoquer les phénomènes d'immigration. Écoutez, l'immigration aujourd'hui, elle existe et elle se dirige d'abord dans les pays où il y a de l'emploi et peu de chômage. Vous observerez que c'est un phénomène qui se répète à peu près partout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vers la France, il y a un faible mouvement migratoire. On estime à 200 000 entrées par an et un peu moins de 150 000 personnes qui sortent. Et le solde migratoire doit être entre 50 et 70 000 personnes. Il y a énormément de chiffres qui tournent. Ça, ce sont les statistiques. C'est 235 000 entrées par an et 95 000 Ça, ce sont les statistiques. Oui, mais ça change. Au fond, le solde migratoire est faible. Parce que ce sont
sont essentiellement des étudiants. Et vous avez... Non, moi je conteste parfaitement ces chiffres. Ce sont les chiffres de l'INSEE en 2013. Quand vous regardez aujourd'hui ce que produit le gouvernement, ça n'est pas cela. Et donc, il y a essentiellement de l'immigration qui est liée à quoi ? Aux étudiants et pas du regroupement familial. Donc on a une immigration assez faible et une constance dans la part de la population étrangère en France depuis les années 30. C'est-à-dire autour de à peu près de 6%. Ce chiffre est le même entre 1930 et aujourd'hui. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens ? Est-ce que la question qui est posée dans le débat et dans le débat économique, c'est est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'assumer cette immigration ? Vous dites vrai, la part est la même, mais est-ce que nos moyens sont les mêmes ? Fabien Amias, c'est la question qui est posée par certains candidats. Je vous la pose. Mais vous la posez, vous, à Europe 1 ce matin, et je vous regarde. Considérez qu'on n'est pas assez riche pour accueillir à peu près 50 000 personnes supplémentaires par an. Vous considérez qu'aujourd'hui, la 5e puissance économique mondiale n'a pas les moyens, elle qui a plusieurs centaines de milliers d'expatriés, elle aussi, n'a pas les moyens de faire face au regroupement de quelques familles. Vous pensez demain qu'il faut supprimer l'aide médicale d'État ou rendre l'école payante, comme le propose Marine Le Pen, pour les enfants d'immigrés dans ce pays, parce qu'ils sont des enfants de familles qui sont rentrés clandestinement et qui ont le droit à la scolarité aujourd'hui gratuite. Vous vous rendez compte du niveau du débat public aujourd'hui ? Vous vous rendez compte que la France, patrie des droits de l'homme, aujourd'hui, eh bien, vis-à-vis de l'hospitalité qu'elle doit à ceux qui fuient la guerre, qui sont montés sur des barques ou des vedettes pour traverser la Méditerranée au péril de leur vie, elle ne peut pas avoir un minimum d'hospitalité. Aujourd'hui, cette élection présidentielle, elle se caractérise par quoi ? Par des décisions prises par des conseils régionaux, de faire en sorte que demain, les marchés publics ne soient ouverts qu'à des entreprises qui embauchent des gens qui parlent français. Cette fameuse clause Molière, c'est une clause Tartuffe, c'est honteux. La directive détachement des travailleurs, aujourd'hui, elle s'applique mal. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des entreprises du bâtiment, des entreprises des transports perdent des marchés en France. Mais moi, je suis pour réviser la directive détachement des travailleurs, pas mettre en place la préférence nationale. Voilà. On vous avait entendu sur ce sujet. Autre sujet très important, c'est un sujet de société qui existe aussi dans le débat. On l'entendait dans Parole de Français à 7h15. Il s'agit du droit à l'euthanasie que vous défendez. Une femme livre un témoignage poignant ce matin dans le Parisien. Elle dit qu'elle va aller mourir en Belgique parce qu'elle ne peut pas le faire ici. Sur notre antenne, on entendait des gens qui se disent au contraire très choqués par ça. Est-ce que vous comprenez que cela peut heurter certaines valeurs ? Et là, il ne s'agit pas ici de droite ou de gauche. 90%, je crois, des Français sont favorables aujourd'hui au droit à mourir dans la dignité. C'est considérable. Mais la majorité ne fonde pas forcément une valeur ? D'accord, mais un droit... Voilà, la question que je vous ai posée, c'est sur les valeurs, c'est pas sur la majorité. Un droit, monsieur Namias, personne n'est obligé de l'utiliser. On peut de temps en temps décider contre une majorité. C'est ce qu'avait fait François Mitterrand avec la peine de mort. La majorité des Français étaient hostiles. Je vais vous dire pourquoi moi je crois au droit à mourir dans la dignité. D'abord parce qu'on a le droit de choisir le moment où, quand on est atteint d'une maladie incurable, on juge qu'on perd toute dignité, qu'au regard des autres, c'est le moment que l'on choisit pour partir. Moi, je souhaite que de manière encadrée, ce droit à mourir dans la dignité soit permis. Nous avons aujourd'hui un droit à la sédation profonde et continue, c'est-à-dire un droit à l'endormissement jusqu'à la mort. Je souhaite que demain, par directive anticipée, on puisse partir. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est 90% qui le demandent, mais ça n'est pas rien, 90%. Ça n'est pas rien de se poser cette question-là au moment où on donnera un droit aux Français, libre à vous de l'utiliser ou pas. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que nous n'accordons pas de dignité suffisante dans ce pays à ceux qui vieillissent. Avant même de parler du droit à mourir dans la dignité, assurant tous les Français qu'ils ont le droit à des soins palliatifs. Seulement un Français sur 4, aujourd'hui, il y a le droit, quand il pourrait justifier aujourd'hui qu'on prenne en compte sa douleur et sa souffrance. De la même manière, dans les EHPAD, les maisons de retraite, nous devons faire en sorte que demain, c'est une des propositions que je fais, nous réduisions le reste à charge pour les résidents et les familles. Il est beaucoup trop important. Un Français sur 2 qui est en maison de retraite, ce mot, Fabien Amias, un Français sur 2, quand une fois qu'il a consommé ses aides sociales, ce qui lui reste à payer est supérieur à ses revenus. C'est la raison pour laquelle je créerai une allocation spécifique fonction des revenus pour permettre le maintien dans ces maisons de retraite des personnes âgées. Vous maintenez votre point sur l'euthanasie et le droit à mourir dans la dignité. Oui, c'est un engagement fort, ce sont effectivement des valeurs. Oui. Ce matin, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, réitère ce qu'il avait dit dans les colonnes de Ouest France. Il apporte son soutien à Emmanuel Macron et il le dit, je reste socialiste. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui socialiste et ne pas vous soutenir dans cette campagne présidentielle ?
Est-ce qu'on peut être socialiste et favorable à la suppression de l'impôt sur la fortune ? Est-ce qu'on peut être socialiste et favorable à un dispositif qui met la pression sur les chômeurs et leur fera perdre leurs indemnités quand ils n'auront pas accepté 2 propositions d'emploi ? Est-ce qu'on peut être socialiste et favorable à l'augmentation de la CSG ? Socialiste et favorable à la suppression de 120 000 fonctionnaires ? Là, vous nous détaillez le programme d'Emmanuel Macron. Socialiste et favorable à la suppression de 60 milliards d'euros donc de le dépenses ministre publiques. de la Défense n'a pas un engagement socialiste en prenant la Je décision pense que qu'il prend aujourd'hui. je pense que c'est un socialisme si nuancé qu'il nous éloigne beaucoup de ce que sont les grands principes et les grandes valeurs qui ont fait la richesse et la force des conquêtes qu'a permis le Parti socialiste dans l'histoire de ce pays. Dans les colonnes de Ouest France, il parle de votre projet comme étant une utopie, je le cite. C'est une utopie ? Mais il y a aujourd'hui des gens qui ne croient plus en grand-chose. Vous savez, j'aime beaucoup cette phrase de Nelson Mandela qui disait « c'était impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Ben voilà, moi j'essaye demain de penser la gauche en fonction du monde tel qu'il est. Je ne me résous pas à accepter les conséquences du réchauffement climatique. Je ne me résous pas aujourd'hui à accepter que la révolution numérique, si elle offre d'immenses opportunités sur le plan technologique, si elle améliore notre vie, supprime aussi des dizaines de milliers d'emplois vis-à-vis desquels il faut penser le travail tel qu'il sera. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce que je vois et ce que j'entends, c'est que c'est une incapacité à penser le monde tel qu'il vient. C'est une forme d'approche de cette élection présidentielle comme s'il s'agissait de renouer avec les vieilles solutions qui n'ont pas marché. Est-ce que ces solutions... Et aussi parce qu'il explique que Macron, à ses yeux, est le seul à offrir une alternative à un choix entre l'extrême droite et une droite dure. C'est ce qu'il peut-être justifie comme un calcul politique pour éviter la victoire de Marine Le Pen. Alors, parlons de calcul politique, mais parlons pas de socialisme. Certains ministres font le même choix. On entendait Thierry Braillard, Barbara Pompili. D'autres ne disent rien. Manuel Valls, lui, ne lui apporte pas votre parrainage. Est-ce que vous y voyez de la déloyauté ? J'observe, je l'ai dit tout à l'heure, à Thomas Soto, que vis-à-vis d'un principe simple, en démocratie on respecte le verdict des urnes, bien des hommes et des femmes qui pourtant doivent leur élection à la démocratie ne respectent pas le verdict des urnes. C'est pas rien ce symbole-là. Et si la question est de la déloyauté ou de la loyauté, c'est leur loyauté vis-à-vis des électeurs. C'est pas vis-à-vis de moi, je ne leur demande rien. Après tout, ce sont les électeurs qui ont voté. Ils doivent s'interroger, sommes-nous loyaux à l'égard des électeurs de gauche, c'est tout ? Est-ce que vous attendez de François Hollande, qui était le candidat du Parti Socialiste en 2012, qui est aujourd'hui président de la République et qui ne s'est pas prononcé, qu'il vous apporte un soutien clair ? Et si ce n'est lui, ses proches reconnus comme tels, Stéphane Le Foll, Ségolène Royal ? Je ne sais pas ce qu'il fera, et c'est pas moi de parler. Moi, écoutez, vous savez qui me soutient ? Vous souhaitez qu'il vous soutienne ou pas ? Fabien Amias, la question, elle est simple. Qui me soutient ? La nouvelle génération des maires. Johanna Roland à Nantes, Nathalie Appéré à Rennes, Anne Hidalgo. Je m'en réjouis. Les grandes consciences politiques de la gauche, Martine Aubry, Christiane Taubira, des candidats à la primaire qui sont des références aussi, Arnaud Montebourg, Vincent Payon. Mais François Hollande, c'est pas n'importe qui, c'est le président de la République. Ce que je veux dire, c'est que moi, je me tourne vers le futur, c'est ce que j'ai appelé un futur désirable. Je pense qu'on peut faire de la politique en proposant aux Français un futur qui soit désirable. Le président de la République, parce qu'il est président de la République, il prendra sa décision. Je ne suis pas là pour parler à sa place. Dans les journaux ce matin, pour qualifier votre campagne, on parle de calvaire, de Titanic. Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Est-ce que vous vous la posez ? Est-ce que vous irez jusqu'au bout ? Regardez-moi ou écoutez-moi. Moi, j'ai pas l'habitude d'être impressionné par l'air du temps. C'est le destin des feuilles mortes, l'air du temps. Je suis un combattant. Et même quand j'observe que les vents sont mauvais, je combats. Je combats pas pour moi. J'ai parfaitement conscience de la difficulté de la tâche, mais je ne la redoute pas. Je ne la redoute pas parce que j'ai profondément désiré mener cette campagne sur ce projet politique-là. Je ne renonce pas à ce que la gauche gouverne et transforme. Il y a ceux qui veulent que la gauche gouverne sans être de gauche, avec un programme de droite. Il y a ceux qui veulent que la gauche parle, mais qu'elle ne gouverne pas. Moi, je veux qu'elle gouverne entre et la transforme. radicalité de Mélenchon et finalement la social-démocratie portée par Emmanuel Macron, est-ce que c'est votre voix que vous n'arrivez pas à définir aujourd'hui ? Est-ce que le vote utile aujourd'hui de la gauche, il n'est pas en train de passer chez Macron, soit chez Mélenchon ? Fabien Amias, vous allez me dire que maintenant la social-démocratie d'Emmanuel Macron, donc de Xavier Tibéri à Jean-Yves Le Drian, d'Alain Madelin à Robert Hue, c'est la social-démocratie. Mais honnêtement, même dans vos j'ai propres... entendu François Fillon avec les mêmes arguments hier soir à la télévision. Vous êtes un observateur politique. Oui. Vous savez ce que ça veut dire la social-démocratie ? C'est une promesse démocratique et une promesse sociale. Vous savez que c'est un courant historique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui me parler d'un candidat social-démocrate quand il réunit, dans la journée d'hier, Dominique Perben, Philippe Douste-Blazy et Jean-Yves Le Drian. Vous vous rendez compte que ça n'a pas beaucoup de sens. Ce que je veux dire là, c'est que pourquoi les électeurs perdent la boussole ? Parce que les commentateurs comme vous et les responsables politiques ont perdu la boussole.
Je ne sais pas si c'est une question de boussole, c'est une question de la lecture de la situation telle politique, telle qu'elle se passe, des ralliements. Moi, je vous dis que vous l'avez perdu. Alors, la boussole de Marine Le Pen, aujourd'hui, elle ira à Moscou, où elle sera reçue, et notamment au Parlement. Elle développe son réseau international. Elle est reçue par des chefs d'État. C'était le cas au Tchad avant-hier, au Liban, il y a 15 jours. Est-ce que cette considération qui lui est accordée vous surprend ? Non, mais ça me permet de dire un mot d'une chose sur Moscou. Et si vous le voulez bien, moi, j'ai un vrai désaccord avec ces candidats. Il y en a 3. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et François Fillon, qui vis-à-vis de Moscou aujourd'hui reprennent, dans le débat présidentiel, l'agenda qui est celui de Moscou. Je mets en garde nos compatriotes contre cette volonté de plusieurs candidats d'accepter la demande de Moscou qui vise, je cite, à reconsidérer les frontières en Europe. Si nous reconsidérons les frontières en Europe, c'est-à-dire le principe de l'intangibilité des frontières arrêté par Helmut Kohl, François Mitterrand, accepté par les Russes à Budapest en 1994, c'est-à-dire ce principe qui évite les disputes territoriales et le retour du bruit des bottes, nous allons avoir des sources de conflits partout. Mais si vous êtes président, pourrez-vous vous épargner une discussion avec Vladimir Poutine ? On discute tout le temps avec Vladimir Poutine. Jean-Marc Ayrault discute tout le temps avec M. Lavrov. La question c'est, doit-on accepter la politique du fait accompli qui veut que maintenant, M. Poutine annexe la Crimée et décide de déstabiliser un État voisin ? Eh bien, réouvrons le sujet des frontières, ce seront des conflits partout. Moi, je ne veux absolument pas que nous donnions quitus à Vladimir Poutine pour la Crimée, et je ne veux absolument pas que nous nous alignions sur l'agenda qui est le sien. Nous ne sommes pas là pour faire la politique étrangère de M. Poutine. Merci Benoît Hamon, vous restez avec nous. Merci Fabien. Dans un instant, vous répondrez aux questions de Natacha Polony, notamment sur l'Europe. Et puis ce sera la revue de presse face à Nicolas Canteloup. À tout de suite.